Allez, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTS, le journal. Voici les titres. Sortie de piste d'un avion de Transair à l'aéroport international Blaise Diagne. Le vol à destination de Bamako avec 85 passagers à son bord. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés, dont 4 graves. Le trafic a repris après l'incident. Ascension, 40 jours après Pâques, les chrétiens fêtent la montée de Jésus au ciel. Une victoire de la vie sur la mort célébrée ce 9 mai. Première communion pour les enfants. Ils étaient présents en masse à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. 3 garçons et une fille pour une même maman. Des quadruplés ont vu le jour ce mercredi à Richardtal. Leur mère est saine et sauve. Elle parle d'un don du ciel en cas de figure, bien prise en charge par les médecins et le personnel de cet hôpital qui fait encore avec des moyens du bord. Mont-Roland roule pour l'agriculture. Des hectares de terre sont réservés à la culture de fruits et légumes. Oignons, tomates, piments ou carottes, un exemple de persévérance. Preuve que la souveraineté alimentaire est dans l'ordre du possible. Plus de 2500 femmes gagnent leur vie sur ces champs de l'avenir. Bienvenue à tous. Un avion de Transair a fait une sortie de piste hier à l'aéroport Blaise Diagne. Le vol à destination de Bamako avec 85 passagers à son bord. Une dizaine de personnes seraient blessées, dont 4 graves. Le ministre des Transports terrestres s'est rendu sur les lieux aussitôt. Ousmane Garifaye. C'est l'une des pires catastrophes de son histoire récente que AIBD vient de frôler. L'incident s'est produit aux environs de 1h du matin ce jeudi. L'avion de la compagnie Transair a fait une sortie de piste au moment de son décollage, occasionnant de graves incendies dans sa partie arrière. 85 personnes se trouvaient à bord. Les services de secours d'urgence intervenus pour maîtriser le drame. 10 personnes seraient blessées, dont 4 dans un état grave, informent des sources proches de la compagnie. Aussitôt après l'incident, le ministre des Transports aériens, El Malick Ndiaye, s'est rendu sur les lieux, notamment au centre des opérations d'urgence où il a tenu une réunion de crise. Il a dans la foulée ordonné l'ouverture d'une enquête par le biais du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, avant de s'enquérir de l'état de santé des blessés et des 85 personnes qui se trouvaient à bord. Le vol HC 301 de la compagnie Transair assurait la desserte de Bamako pour le compte d'Air Sénégal. Le trafic qui était resté bloqué devrait reprendre ce matin. À l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, la situation est revenue à la normale. Les vols ont repris après un arrêt de quelques heures. Sur place, toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge les passagers et les blessés. Nous écoutons à ce propos le directeur général de l'AS, gestionnaire de l'AIBD, Askin Demir, est au micro de Salut Sec. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Je pense que, personnellement, qu'il a bien géré la situation. L'avion n'a pas trop endommagé. Et quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. Il y a eu un petit incendie, mais ça a été géré tout de suite. Nos équipes de sapeurs-pompiers sont déplacées dans les temps définis par l'aéroport sur le point de l'accident. Aussi bien les équipes de l'AS et aussi bien les équipes de haute autorité. Donc, toutes les équipes d'urgence de l'aéroport, ils sont déplacés pour aider aux passagers et évacuer les passagers. Les blessés, on a pris en charge dans notre infirmière avec notre médecin, avec notre équipe médicale de l'AS. Bien sûr, on a alerté tous les hôpitaux autour de l'aéroport. Et avec le temps que les ambulances viennent, on a pris des mesures nécessaires pour les soins de ces passagers blessés. Après qu'on a finalisé la réunion de crise, Monsieur le ministre, avec son équipe et avec nous, avec toutes les autorités de l'aéroport, on a visité les passagers qui sont au terminal de pèlerinage, échangé avec eux les solutions proposées par Air Sénégal. Et ensuite l'équipe du ministère et certaines autorités, ils sont déplacés vers les hôpitaux pour visiter les passagers blessés. Nos équipes sont travaillées sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a
constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de piste. C'est pris à peu près 2h30 de temps pour nettoyer. Après la vérification de Anassim et Asegna, qu'ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à partir de 9h30, comme j'ai dit, les opérations commençaient à devenir normaux. Actuellement, les décollages et les atterrissages tournent normal. Malheureusement, il y a eu certains vols qui sont annulés ou des changements d'horaire. Ces vols-là aussi, dans les meilleurs délais, seront opérés. Cet incident du vol HC300 d'Air Sénégal opéré par Transair, cumulé au retard récurrent des vols projette une image pas très nette de la compagnie nationale. Il y a alors urgence dans l'air pour redorer le blason du fleuron Air Sénégal. Quand la compagnie sort de la piste au moment où les autres décollent, la chronique est signée Ousmane Garifay. Par ici, une sortie de piste. Par là, des retards quasi systématiques de vol. Par là-bas, des passagers, pour l'essentiel africains, qui souffrent chaque jour le martyre à l'aéroport, ne sachant assez souvent à quel interlocuteur se vouer. 2AS, TSA et bien naturellement Air Sénégal, ces exploitants sont aux abonnés absents. La coupe semble donc pleine pour le pavillon national. Lancée en grande pompe il y a peu dans un élan patriotique sans précédent, cette compagnie était partie avec tous les faveurs des pronostics qu'il classait dans le registre des plus belles compagnies en Afrique, tant du point de vue de son ambition de faire du Sénégal un hub que des impératifs de souveraineté nationale qu'elle s'était chargée de porter. Mais force est de constater que les couacs sont devenus légion, que cette compagnie dégringole de jour en jour, tant du point de vue de l'image négative qu'elle imprime dans la tête de ceux qui l'empruntent, que des marques d'impréparation, d'inorganisation et d'amateurisme qu'elle laisse au souvenir de ses usagers composés pour l'essentiel d'Africains. Ces signes extérieurs de faiblesse montrent à quel point cette compagnie risque de se désagréger de l'intérieur et donner l'effet d'un feu de paille. L'ancien chef de l'État avait fait ce qu'il fallait, au moment où il le fallait, c'est-à-dire doter le pays d'un pavillon en lui collant l'ambition d'en faire un hub, une plaque tournante du transport aérien sous-régional, régional et africain. À charge donc pour les nouvelles autorités, au nom du principe de la continuité de l'État, de se saisir dans les meilleurs délais de la situation d'Air Sénégal et y apporter les correctifs qu'il faut en lui adressant bien sûr un cahier de charges qui cadre avec les moyens dont dispose la compagnie, car il ne sert à rien d'ouvrir autant de lignes ou vouloir assurer autant de dessertes si l'on ne dispose pas des moyens matériels, humains et logistiques pour le faire. Autre chose, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sollicite le soutien des forces armées pour accélérer l'accès à l'eau des populations à travers des forages. Cher Tidiane Dieye a eu une séance de travail avec le ministre des Forces armées. Ce dernier tient à rassurer que les forces armées sont prêtes à apporter leur concours pour la mise en œuvre de ce programme d'hydraulique rurale. Voici le reportage de Moussa Mané. La rencontre se tient dans le cadre du suivi des décisions issues du Conseil interministériel sur la campagne agricole. Et parmi les décisions, il y a celle relative à la distribution des semences et intrants agricoles. Un travail qui revient désormais aux armées, d'où l'importance de mettre en place une stratégie commune en vue de la mise en œuvre. Nous sommes venus ici pour impliquer de la manière la plus forte et la plus décisive possible pour l'accompagnement de l'armée dans la distribution et la livraison des intrants agricoles. Mais ça va au-delà. L'armée, dans sa philosophie d'armée-nation, le ministère de l'Agriculture, dans sa stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, compte s'appuyer, compte collaborer avec toutes les forces de l'armée pour atteindre cet objectif-là. Un autre département ministériel qui sollicite l'expertise et le professionnalisme des forces armées sénégalaises, c'est le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans sa feuille de route, Cheikh Tidiane Dieye veut accélérer le rythme afin de réduire le déficit des besoins en eau dans le pays, surtout en termes de forage. L'autre défi à relever, c'est la gestion des inondations. Ayant identifié les besoins que nous avons un peu partout dans le territoire, nous sommes venus pour discuter avec l'armée, les forces armées, avec M. le ministre, pour faire en sorte que les forces armées nous apportent leur contribution et leur concours, leur appui, pour faire des forages là où c'est nécessaire et dans l'urgence,
pour contribuer en équipement, pour également la préservation de certains de nos cours d'eau, etc. Mais plus aujourd'hui, puisque nous allons vers l'hivernage, nous appuyer également dans tout ce qui va porter sur les politiques ou les activités en matière de prévention des inondations. Et lorsque ces inondations surviendront, il est probable que cela sera le cas, qu'elles soient également sur place, surtout en consolidant et en bâtissant sur les actions qu'elles avaient menées les années précédentes. Les forces armées sénégalaises, ce n'est pas seulement la défense du territoire national. Elles ont toujours œuvré dans la construction du pays. Comme exemple, le génie militaire s'est distingué dans la construction de routes, de ponts, de forages. Ces dernières années, ces actions sont concentrées dans la gestion des inondations. Mont-Roland, une terre d'agriculture. Vous allez le voir, des hectares sont cultivés pour des fruits et des légumes en abondance. Une récolte de qualité destinée au marché local. Plus de 2500 femmes et des jeunes travaillent dans les champs pour subvenir à leurs besoins. Elles viennent parfois de loin. Il faut dire qu'ils ont la foi à une souveraineté alimentaire qui reste inébranlable avec les promoteurs de ce projet qui ont investi beaucoup d'argent. Reportage signé Ramatadem. Des cultures sur des hectares de terre à Mont-Roland. Des oignons à perte de vue, fraîchement récoltés pour le plus grand bonheur des familles. Des tomates cultivées, des mûres et des moins mûres. Une variété de légumes et fruits produits dans ce vaste champ. La terre de Mont-Roland répond bel et bien à l'appel des autorités, celui de l'autosuffisance alimentaire. Des produits de qualité pour la population sénégalaise. Oui, c'est bien possible. Des produits qui n'envient en rien du tout ceux importés depuis d'autres continents. Une alimentation saine pour la santé des populations. Voilà ce que reflète la beauté de ces légumes. Le Sénégal importe l'oignon. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Parce que les autres pays sont arrivés à exporter parce qu'ils ont trouvé des solutions pour avoir le produit toute l'année dans leur pays. Et c'est possible techniquement, c'est possible. Et je n'arrête pas de le répéter, qu'on est dans un pays où il est possible de produire l'oignon toute l'année. Et donc, si tu produis l'oignon, tu produis la tomate, tu produis le piment, tu produis la carotte. Et nous avons fait des tests, nous avons appliqué, nous sommes capables d'avoir tout. Qu'est-ce qu'on importe aujourd'hui? On importe la carotte, on importe l'oignon, on importe deux fois au mois d'octobre la tomate et le concombre. Bon, arrêtons. Ce sont les choses les plus simples à faire en agriculture. Mais il faudrait qu'il y ait une volonté, il faudrait qu'il y ait des techniques, il faudrait que les gens aillent vers la qualité. Et que le Sénégalais, il aime ce qui est beau et il doit être bien nourri. À cela s'ajoute la main-d'œuvre. Ce champ permet à des centaines de mères de famille et de jeunes de subvenir à leurs besoins. 2600 personnes y travaillent au quotidien. Au début, il fallait protéger les emplois de Mont-Roland, mais à un moment donné, les gens de Mont-Roland ne peuvent plus suffire pour faire le travail. Aujourd'hui, nous sommes à 2600 employés. Donc nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs parce que c'est rare de trouver dans un village, 2 villages, 3 villages, 2000 personnes qui sont à l'âge de travailler et qui cherchent ce type de travail-là. Un véritable bonheur pour toutes ces femmes qui viennent de plusieurs horizons pour travailler. À soutenir ma famille. Il ne sert à rien de rester là, à ne rien faire. Même si tu gagnes 100 ou 500 francs CFA, c'est toujours quelque chose. Quand tu travailles et que tu gagnes ton argent, tu as moins de problèmes et tu gères bien tes enfants. Je veux juste pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Travailler pour ne pas dépendre de nos maris. C'est ce que nous faisons tout le temps. Travailler au champ en toute saison est plus que bénéfique pour nous. En ces temps qui courent, il faut que les femmes soutiennent les pères de famille. Surtout, à bien s'occuper de nos enfants et petits-enfants. De braves femmes qui disent toutes se lever à 4 heures du matin pour aller travailler dans les champs et souvent arriver tard chez elles.
vers 20h, voire 22h, car elles viennent de localités lointaines. Elles quittent tous les jours Louga, Kébémer, Ngaye, entre autres, pour travailler la terre et subvenir à leurs besoins. De belles récoltes tout au long de l'année, Mont-Roland, par ses terres, prouve que l'autosuffisance alimentaire peut bel et bien être une réalité dans ce pays. Car les terres sont là, riches, et les populations engagées plus que jamais à participer au développement de l'agriculture, un levier important dans la croissance économique. On fait très rare un événement joyeux. Des bébés quadruplés, 3 garçons et une fille ont vu le jour à l'hôpital de Richard Toll. L'accouchement s'est bien déroulé, les nouveau-nés sont en bonne santé, de même que leur maman. Un grand bonheur pour les parents, une immense fierté pour le personnel de cet hôpital. Tout cela nous est raconté par Abdouad. Le 8 avril 2024, une date mémorable pour Fat Bintou. Elle a mis au monde des quadruplés, 3 garçons et une fille dans cet hôpital de Richard Toll pour sa première grossesse. C'est un don du ciel. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un bébé. Il m'en donne 4. Donner naissance à des quadruplés, un événement très rare auquel la jeune femme ne s'attendait pas. À la première échographie, elle n'en revenait pas. Son mari non plus. Au début, ce n'était pas net. L'échographie suivante l'a bien confirmé. Mon mari ne voulait pas y croire. Parce que quand on m'a dit que c'était des quadruplés, j'en revenais pas. Je me suis dit que c'était une erreur. Après tout, ce ne sont que des machines. Mais au fil des semaines, les images étaient beaucoup plus claires, sans l'ombre d'un doute. Elle venait d'un poste de santé, précisément le poste de santé de Ndombo, qu'il a référé au niveau du centre de santé, où la première échographie a été faite et on l'a envoyé pour confirmation. Effectivement, à l'échographie, on a constaté que c'était une grossesse quadrimélaire. Ce cas de figure est inédit pour l'hôpital et les médecins. Fat Bintou a bénéficié d'un suivi particulier tout au long de sa grossesse. Déjà, dès que c'est une grossesse gémellaire, elle est considérée comme une grossesse pathologique. Donc, il faut un suivi particulier. À plus forte raison s'il y en a 4. Mais c'est un suivi comme les autres. Sauf que peut-être le suivi est ici plus rapproché. Donc, on voit plus souvent la femme, ça va nécessiter peut-être beaucoup plus d'investissement, etc. Mais sinon, c'est une grossesse comme les autres qu'on a suivie naturellement jusqu'à la fin. L'accouchement s'est fait par césarienne sans grande difficulté. Les bébés des prématurés pesaient entre 1,8 kg et 2 kg, tous en bonne santé, comme leur maman. À leur naissance, les bébés ont été admis ici, dans ce service de néonatologie. Donc, on les a admis 2 jours parce qu'il y a 2 d'entre eux qui présentaient des difficultés de tétée, un problème de succion. On les a gardés ici en hospitalisation. Après 2 jours d'hospitalisation, ils se sont bien améliorés. Après, on les a mis avec leur maman. Il y a lieu aussi de remercier le ministère de la Santé qui nous a affecté 3 gynécologues, un pédiatre, ils étaient 2, l'un est parti. Et donc, un pédiatre, il reste maintenant, bien entendu, à renforcer les effectifs, mais c'est parce qu'on a eu du personnel de qualité, des équipements au niveau de la pédiatrie, ce qui nous a permis de réaliser cela. Depuis l'annonce de la nouvelle, des bonnes volontés se manifestent pour aider les parents. Fat Bintou ne travaille pas. Son mari est journalier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils espèrent un appui des autorités pour une prise en charge correcte des nouveau-nés. Certes, je suis leur père, mais ils sont également des enfants du pays. Je suis journalier à l'UGB. Déjà, un bébé, c'est très difficile. Alors, imaginez, si je dois en élever 4. Et l'hôpital a même dégagé une enveloppe pour les aider à acquérir des layettes pour les bébés.
et du lait, entre autres. Après, il y a eu un appel à la solidarité aussi, hein, et que certains ont répondu pour appuyer, pour accompagner aussi les bébés. Après avoir passé près d'un mois à l'hôpital, Fat Bintou et ses bébés ont désormais la possibilité de rentrer chez eux, à Nombo, à 3 km de Richard Toll. Des réaménagements sont réalisés à la maison pour accueillir les tout nouveaux membres de la famille dans des conditions plus favorables. Des bébés quadruplés ont donc vu le jour à l'hôpital de Richard Toll, un événement heureux qui cache mal les difficultés de cet établissement public de santé. Étroitesse justement des locaux pour cette structure construite en 1950. Le personnel demande l'érection d'un nouvel hôpital de niveau 2 pour répondre convenablement à la forte demande de la population. L'hôpital de Richard Toll de niveau 1 n'arrive pas à justement subvenir à leurs besoins. Abdouad nous le fait découvrir. La bonne prise en charge des quadruplés par l'hôpital n'occulte pas les difficultés qu'ils traversent depuis plusieurs années. Les services sont à l'étroit, à l'instar de la néonatologie. Il se trouve qu'ici, en pédiatrie, globalement, on n'a que 3 salles, dont une salle de néonatologie. Les 2 autres salles sont pour les hospitalisations des grands enfants, des nourrissons et des grands enfants. Ce qui veut dire qu'on a vraiment un problème d'espace. Parce que on est dans une zone où on reçoit beaucoup de bébés qui viennent des districts de Richard Toll et de Dagana. Et même beaucoup d'autres qui viennent de Mauritanie, qui traversent la frontière et qui viennent ici. Parce que tous les jours, dans notre consultation, on reçoit des malades qui viennent de Mauritanie. Ce qui veut dire que vraiment la demande est très importante. Cette forte demande nécessite des services adéquats. Comme souvent, les médecins trouvent des alternatives. Pour hospitaliser les enfants, parfois on les hospitalise même en chirurgie et en médecine pour pouvoir combler le vide. Parce qu'on ne peut pas ne pas recevoir les enfants. Maintenant, une fois qu'on les a reçus, on n'a pas où les mettre, très souvent. Donc on est obligé de les placer dans les autres services. Et même les autres services, ils ont souvent aussi un problème d'espace. Le manque d'espace de l'hôpital est étroitement lié à son passé. Il a été construit en 1950 uniquement pour les grandes endémies. C'était un service des grandes endémies. Après, ça a été transformé en poste de santé. De poste de santé, c'est passé à centre de santé. Et quand on a créé l'hôpital de Richard Toll également, c'est ces mêmes locaux qui ont logé l'hôpital depuis sa création jusqu'à maintenant. Et depuis, c'est la même architecture. Il n'y a pas une réserve foncière assez importante. La petite réserve foncière est constituée de fosses septiques parce que c'est un hôpital qui a été construit du temps colonial. Un établissement public de premier niveau est un hôpital à vocation départementale. Il fournit un paquet de services comme l'hospitalisation, les soins préventifs, curatifs ou spécialisés, un ensemble de tâches qui exigent assez d'espace. Les services restent exigus et les locaux sont insuffisants. Et puis parfois, en période de rush, on a aussi effectivement des difficultés et on n'a pas la possibilité d'élargir. Le cardiologue et les médecins internistes sont logés dans un service qui ne fait que 2 salles. Vous allez en chirurgie, c'est pareil. Il y a l'urologue qui est là, il y a le chirurgien oncologue qui se partage également un service qui ne fait que 2 salles. En pédiatrie, vous avez visité tout à l'heure, vous avez vu que le service de néonatologie est à l'étroit. On a encore des couveuses qui ont été offertes gracieusement par l'UNICEF qu'on n'arrive pas à installer au niveau du service parce qu'il n'y a pas de l'espace. Pour le personnel, le seul remède, c'est la construction d'un nouvel hôpital de niveau 2. L'érection d'un plus grand hôpital va considérablement raccourcir le délai de prise en charge des patients avec de nouvelles installations telles que la mise en place d'un service de réanimation. Et on est au moins à 2000 accouchements annuels, près de 1000 césariennes par an, et sans compter également le programme opératoire. Parce qu'avec tout ce volume d'activités chirurgicales, sans compter le service de chirurgie où il y a un chirurgien oncologue, il y a un urologue et également il y a un ORL qui est là, qui opère, avec tous ces services-là, nous n'avons pas de service de réanimation. Bien sûr, nous avons des techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation qui nous aident dans ce boulot-là, mais un service de réanimation également digne de ce nom serait l'idéal.
Parce que la majeure partie de nos évacuations, c'est soit les malades qui ont besoin d'une réanimation ou bien les malades qui ont besoin de faire un scanner. Pour passer un scanner, les malades sont référés à l'hôpital de Saint-Louis, à 110 km. Et ce rendez-vous. Et ça retarde la prise en charge. Parce que la prise en charge se fait à l'hôpital. S'il y avait le scanner, on fait le scanner. Dans les 30 minutes, on passe à la prise en charge. Pour aller faire un scanner à Saint-Louis, il faut d'abord appeler chercher rendez-vous. C'est peut-être le lendemain ou le surlendemain qu'on va avoir un rendez-vous, aller faire le scanner, revenir, attendre le résultat, démarrer le traitement. Retard de prise en charge. Alors que s'il y a le scanner sur place, ça se fait et la prise en charge, elle est quasi immédiate. Un hôpital de niveau 2, une demande générale à Richard Toll. La seule façon d'assurer aux populations des soins de qualité et plus accessibles. La journée scientifique de l'AMS, Assistance médico-sociale sénégalaise, s'est tenue cette semaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fannes. Les participants ont réfléchi sur les maladies infectieuses et les troubles gynécologiques. Ils insistent sur la nécessité de comprendre les liens complexes entre ces deux domaines de la santé. Cette journée scientifique se veut une plateforme dynamique pour la discussion, l'apprentissage et l'innovation dans la lutte contre les maladies infectieuses et les troubles gynécologiques au Sénégal et dans le monde. Professeurs de différentes spécialités médicales, chercheurs, praticiens et étudiants se sont retrouvés au service des maladies infectieuses et tropicales de Fannes pour échanger sur des défis majeurs relatifs à la santé publique. Parler des infections sexuellement transmissibles ne doit pas faire penser qu'on parle juste d'infections génitales. C'est des infections génitales mais avec d'autres répercussions. On ne peut pas parler d'infection sexuellement transmissible au Sénégal sans mentionner l'infection par le VIH. On sait que beaucoup d'efforts ont été faits. La prévalence est passée de 0,7% à 0,3%. Mais elle reste élevée dans certains groupes de population. Par exemple, la prévalence est au moins 90 fois plus élevée chez les homosexuels. Presque un homme ayant des rapports sexuels sur deux à Dakar est infecté par le VIH. Je peux donner l'exemple des travailleuses du sexe et même des femmes prisonnières qui ont une prévalence au moins 15 fois supérieure à celle qui est constatée dans la population générale. Je peux donner d'autres exemples. La prévention et la prise en charge des maladies infectieuses et des troubles gynécologiques sont une nécessité afin d'éviter de potentielles complications. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la stigmatisation que pouvaient avoir certaines catégories de patients. Qui peuvent en fait faire régresser, je vais dire, la prise en charge, retarder la prise en charge, vu, disons, un problème juste de tabou que les personnes ou les patients qui sont atteints vont avoir par rapport à les consulter dans les structures sanitaires. Donc encourager en tout cas la population à aller un peu plus dans les structures pour permettre de prendre en charge ces pathologies très tôt avant d'arriver à certaines extrémités. En dehors de cette journée, l'AMS a organisé plusieurs activités. La dernière grande activité qu'on a organisée, c'est une campagne médicale à Kédougou où on a consulté plus de 500 personnes, offert plus de 500 ordonnances à la population. On organise également des activités communautaires comme les distributions de Ndogu, récemment à l'hôpital Fannes, au service de gériatrie. Créée il y a un an par des étudiants en médecine, l'AMS regroupe des spécialistes dans tous les domaines de la santé. Cette journée marque aussi l'adhésion des différentes écoles de médecine de Dakar à l'AMS. Des dizaines d'enfants habillés en noir ou en blanc à l'église Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. C'est la première communion pour ces petits fidèles catholiques. Ce jeudi 9 mai, l'église célèbre l'ascension ou la montée de Jésus au ciel. Deux événements en un seul jour. Abdoulaye Sinkaré. 40 jours après Pâques, les fidèles chrétiens fêtent la montée du Christ au ciel. C'est l'ascension. C'est le jour où Jésus a été élevé au ciel. Donc Jésus qui est mort et qui est ressuscité, après est apparu pendant plusieurs fois à ses disciples, mais cette fois-ci, donc une fois au milieu de ses disciples, comme il nous l'avait dit, il l'avait promis, il a été élevé par Dieu
au ciel. Donc ascension, c'est la montée. Donc c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est encore une victoire de la vie sur la mort. Dans le diocèse de Ziguinchor, ce jour est aussi l'occasion des premières communions. C'est ensemble que nous fêtons avec tout le monde. Partout là où tu vas, à Ziguinchor, dans le diocèse de Ziguinchor, c'est la même chose. On reçoit les enfants qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. L'ascension revivifie la joie de Pâques. Pour les fidèles, ce jour rappelle forcément des souvenirs. En Casamance, généralement, on profite pour fêter les communions. Je me rappelle de ma première communion, c'était trop sérieux. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné un enfant et qui m'a donné aussi vie jusqu'à ce que je fête aujourd'hui la communion de mon enfant. Ça me rappelle moi aussi le jour de ma première communion. C'est ce que je disais à ma nièce. Toi, tu as dormi jusqu'à ce qu'on t'a réveillé. Nous, on ne dormait pas. Parce qu'on était pressés de nous habiller en blanc et de venir à la messe. Donc, ça a marqué une très grande joie à moi. À la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, la messe a été présidée par l'abbé Oscar Manga, qui est revenu sur le sens de cette fête pour l'Église. On ne va pas quitter de sitôt le sud du Sénégal. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a célébré ses 100 ans de vie et d'évangélisation dans le département d'Oussouye. L'événement a réuni les fidèles de la paroisse et du diocèse de Ziguinchor autour du thème « Comme Sainte-Thérèse, croire, aimer et espérer ». Michel Mandi. C'est dans une église remplie de fidèles que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a célébré ses 100 ans d'existence et de sacerdoce dans le département d'Oussouye. Jour de gloire et d'action de grâce à Dieu pour les merveilles vécues durant ce siècle. Jésus-Christ a donc voulu dresser sa tente ici, parmi nous, il y a 100 ans, pour habiter avec nous et pour nous remplir ainsi de la plénitude de sa grâce. C'est pourquoi nous lui disons toute notre reconnaissance. Comme Sainte Thérèse, croire, aimer et espérer est le thème de cette célébration. Pour les organisateurs, l'événement est un succès qui résulte de plusieurs années de préparation. Vous voyez bien cette ambiance, c'est une ambiance de joie. Et pour le premier pasteur que je suis comme curé, je suis heureux de voir enfin arriver l'événement que nous avons préparé de manière très serrée pendant 3 ans. Nous sommes joyeux parce que nous croyons également que la célébration d'un centenaire, c'est l'ouverture des portes vers un avenir meilleur. Un moment de joie, mais également un moment de fierté parce que nous sommes nés ici à Oussouye. Cette paroisse nous a couvés. Elle a encadré nos premiers pas dans la foi, dans la chrétienté et tout. Donc quand vous êtes témoin vivant de ces 100 ans d'existence, ça ne peut être qu'un double motif de joie, double également d'un motif de fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fondée par les missionnaires d'abord dans l'île de Carabane avant d'être transférée à Oussouye en 1927, la paroisse compte aujourd'hui des milliers de fidèles dans les différentes communautés ecclésiales de base. Face à une jeunesse en perte de valeur et de repères, des défis restent à relever pour porter haut le flambeau de l'Église. Un jeune peut devenir une grande personne. Sainte l'Enfant Jésus, qui est la sainte patronne, l'a prouvé. Je souhaite que par ces prières, nos jeunes soient imbus des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs religieuses, et qu'eux aussi deviennent des grands personnages dans la société et l'aident à se construire en vérité. Nous devons être fiers, nous battre pour maintenir très haut ce flambeau du christianisme et de l'Église ici au niveau du Casa, mais faire en sorte aussi de devoir transmettre ça aux jeunes générations pour qu'elles fassent rayonner également la foi, le christianisme et le tout, et c'est ça qui est important, dans cet esprit de fraternité, de convivialité, de cohésion sociale qui a toujours fondé donc l'unité et la cohérence, l'harmonie entre les communautés ici au niveau du Casa et du Sénégal par excellence. La célébration du centenaire est ponctuée par des activités culturelles et religieuses pendant 3 jours. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux premiers chrétiens et catéchistes de la paroisse, une façon de les remercier pour services rendus à l'Église dans le département d'Oussouye. Nous allons mieux faire connaissance à présent avec la langue Baïnou, que c'est l'une des plus anciennes de la Casamance, mais elle est un peu plus délaissée par ces temps qui courent. À Samik, dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, une classe d'alphabétisation
justement initie à l'écriture et à la lecture de cette langue. Abdoulaye Sinkari. Les Baïnouks sont présents en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal, plus précisément en Casamance, où ils sont considérés comme la plus ancienne population. Ce groupe voit sa langue s'éclipser de jour en jour. À Samik, dans la commune de Poutupa-Kamarakunda, une classe d'alphabétisation est mise en place pour que vive la langue Baïnouk. La langue est en train de disparaître et il faut la revivifier. Et c'est ainsi qu'on a engagé un élément pour venir donner une instruction sur cette langue. On a remarqué que toutes les langues qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas lues, ont tendance à disparaître. 2 fois dans la semaine, ces hommes et femmes se regroupent ici pour être initiés à l'écriture et à la lecture de la langue Baïnouk. Je suis là juste pour essayer, pour apprendre à la population, pour faciliter à la population de parler leur propre langue. Parce qu'actuellement, dans le monde où nous sommes, celui qui ne parvient pas à parler sa langue, tu n'es rien. Parce que le français a tendance à disparaître. Maintenant, à l'école, on commence à apprendre des enfants nos propres langues. L'oralité a fait son temps. C'est l'écriture qui permet aujourd'hui de pérenniser les expériences linguistiques. On ne peut pas actuellement s'hasarder uniquement à l'oralité. L'oralité peut disparaître. Et c'est ainsi que dans nos coutumes, beaucoup de choses ont disparu parce que tout était oral. Mais aujourd'hui, avec la modernité, il faut asseoir un élément qui va pérenniser ce que vous avez appris. Dans ce cours est inscrite une quarantaine d'apprenants qui commencent à vivre des changements au quotidien. Au début, je ne parviens même pas à parler Baïnou, mais là où on est aujourd'hui, on parle Baïnou, même un message dans les portables. On se lance des messages en Baïnou, on calcule en Baïnou, on parvient à lire des textes en Baïnou. On lance des appels aux autres femmes de venir apprendre la langue Baïnou. L'année dernière, l'effectif, il n'y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris. Bon, il n'y avait pas assez d'effectifs. Mais par la suite, comme cette année, c'est une phase de consolidation, ils ont compris. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un effectif de 40 et quelques élèves. L'initiative est belle, mais les difficultés ne manquent pas. Elles sont surtout liées à la rareté des outils didactiques. Nous avons des fascicules de lecture, mais il y a des problèmes, raison pour laquelle on ne l'utilise pas souvent. Aussi, les fascicules des manuels de calcul, même chose. Il y a des problèmes, mais on nous a appris comment faire les fiches. Il faut préparer les fiches, comme nos frères enseignants le font. Voilà. À propos aussi de l'inémération, nous, franchement, on nous énumère, on n'a pas de salaire. Pour participer à la promotion de cette langue, la RTS 4 Casamance compte dans ses programmes des magazines entièrement réalisés en Baïnouk. La coopération américaine a mis à disposition des forces armées sénégalaises en lot de 30 véhicules, ce dont entre dans le cadre du programme Global Peacekeeping Operation Initiative. La cérémonie a eu lieu au centre d'entraînement tactique Capitaine Beidjagne Moussamani. Le matériel roulant offert est composé de 10 camions cargo, 15 véhicules Land Cruiser et 5 engins Hilux. Il est destiné au transport et à l'entraînement des troupes qui séjournent régulièrement dans les centres d'entraînement tactique des armées. Excellences, en mettant à la disposition des centres d'entraînement tactique un important parc de 30 véhicules, la coopération américaine démontre encore une fois de plus l'attachement particulier qu'elle a pour le Sénégal et les ambitions constantes qu'elle nourrit pour notre armée. Je voudrais donc, au nom du chef d'état-major général des armées, vous exprimer toute notre gratitude pour la cession de ces véhicules. Au-delà du matériel, les États-Unis, à travers leurs forces armées, appuient les armées sénégalaises dans la formation et le renforcement des capacités opérationnelles. Un partenariat basé sur des valeurs communes que les deux pays partagent. Il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord
le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquelles nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Des valeurs de paix et de démocratie menacées dans certaines parties du monde. Pour bien les maintenir dans les OPEX, il faut de bonnes capacités opérationnelles. Aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité. En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Un autre symbole de la coopération et du partenariat entre les armées américaines et sénégalaises, ce centre d'entraînement tactique baptisé Capitaine Mbaye Diagne. Il dispose d'équipements pour la formation et l'entraînement des troupes en partance pour les missions de maintien de la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur la RTS. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen a jàmm ci seen émission bi ñu jagleel naka